Je dirigeais des entreprises depuis 15 ans. Mon médecin m'a parlé de burn-out, je connaissais pas ce mot-là. J'ai perdu la mémoire pendant 24 mois. Il avait une carrière de dirigeant international, mais à 45 ans, Jean-Denis Budin vit un profond burn-out qu'il n'avait même pas vu venir, mais il n'a pas baissé les bras. Il entame un doctorat à la prestigieuse université Paris-Dauphine et fonde le Crédir, une ONG qui lutte contre le burn-out en entreprise et qui connaît rapidement un succès. Jean-Denis, c'est l'exemple même de la lucidité, la résilience et de la transmission. Dans cette vidéo, il partage les signaux faibles qui précèdent un burn-out, le fonctionnement réel du cerveau en situation de surcharge et ses meilleurs conseils pour les jeunes, tirés de son expérience de professeur dans les plus grandes écoles. Plus jeune, elle avait 22 ans, était promise à l'équipe de France. Elle s'est blessée. Son entraîneur lui a dit « Tu seras jamais dans l'équipe de France ». S'est effondré. 10 ans de travail pour que ton cerveau donne le maximum. Bonjour Jean-Denis, bienvenue dans Talk avec Samy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Samy, c'est un grand plaisir de passer un moment avec toi. Tout le plaisir est pour moi. Donc, est-ce que pour nos spectateurs, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Ok, donc aujourd'hui, je préside une ONG qui s'appelle le Crédir, qui a été fondée il y a un peu plus de 12 ans maintenant, et qui s'occupe d'accueillir et d'aider des gens qui vivent des périodes d'épuisement et de transition. Et elle s'occupe aussi de promouvoir un concept clé qu'on appelle la qualité de vie globale, où on pousse les collaborateurs à pas uniquement regarder leur qualité de vie au travail, mais également leur santé et la qualité de vie hors travail. C'est quelque chose qui a été créé après ma thèse à l'université de Dauphine sur les problématiques du rebond après l'échec. Sachant que moi-même, j'ai vécu à 45 ans un très gros burn-out qui m'a mis pendant 6 mois quasiment KO et j'ai perdu la mémoire pendant 24 mois. Donc ça a été vraiment une transition de carrière très importante. D'accord. Et donc, là, tu viens de le dire, mais tu m'avais raconté en fait qu'en 2008, tu as vécu ce burn-out-là. Et avec en fait le recul que tu as aujourd'hui, quels sont les signes que tu as ignorés de ton corps ou de ton mental qui a mené à ce burn-out-là? Alors, déjà, la première des choses, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement du sommeil. Et D'accord. donc, Tu dormais pas beaucoup? je dormais plus du tout assez. Moi, j'ai fait une partie de ma carrière chez Alcatel. J'ai été sans doute en France un des premiers à avoir un email, un PC portable, donc vraiment très tôt dans ma carrière. J'adorais ça. J'étais vraiment addict et j'étais toujours tellement content de maîtriser des nouveaux outils. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir tout ce qu'il fallait pour bosser de chez moi ou surtout en voyage, à chaque fois que je dormais pas, j'avais l'impression que c'était une opportunité pour travailler plus. Ouais. Et comme je courais le monde, en étant beaucoup dans les avions, en ayant beaucoup de décalage horaire, au fur et à mesure du temps, mon sommeil s'est réduit. Fréquemment, j'étais crevé le soir, je me couchais vers 22 heures. Et puis, j'étais debout à 3 heures du matin et je commençais ma journée. Et un beau jour, le médecin à qui je disais je dors plus du tout, j'ai pas dormi de la nuit, il m'a dit tu commences un burn-out. Donc clairement, faire n'importe quoi au niveau du sommeil, ça a été pendant des années et des années. Donc effectivement, après j'avais des signes du style des lumbagos, des moments où j'avais énormément de mal à contenir mon émotion, une tendance aussi à picorer qui touche beaucoup les gens. Donc j'avais pris une dizaine de kilos l'année avant la fin de la déclaration de mon burn-out. Oui, aujourd'hui, en étant spécialiste de ces sujets, je me dis, mais t'es trop con, si tu avais su tout ça, tu n'aurais jamais fait de burn-out. Ouais. Et tu as dit aussi, après, quelques années après, que tu avais réussi justement à transformer ce burn-out-là en victoire. Si tu veux, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand mon médecin m'a arrêté et a parlé de burn-out, je connaissais pas ce mot-là. Et en fait, il se trouve que mon médecin généraliste, c'était un de mes meilleurs copains, on partait en vacances ensemble. Un autre de mes très bons copains, ils se connaissaient, c'est un psychiatre en Belgique. Et donc, j'avais quasiment mes deux meilleurs copains qui étaient mon généraliste et mon psychiatre. Ça, c'est Et de la donc, chance, ça. voilà, je leur faisais beaucoup confiance et j'ai eu une unité dans l'accompagnement, ce qui fait que j'ai pu vraiment bien rebondir et retrouver toutes les facultés de mon cerveau, faire cette thèse. Et puis après, c'est une histoire absolument extraordinaire parce que c'est pendant la thèse, j'ai rencontré des coachs d'athlètes de haut niveau, on a discuté, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les professionnels en entreprise. Après, ayant rencontré beaucoup de gens comme ça, aussi des médecins, on a pu constituer une équipe, on a eu l'idée de créer le Crédir. Et puis, ça a tout de suite été un assez grand succès. Ensuite, les gens qui étaient venus en stage chez nous, ils nous ont demandé d'aller dans leurs entreprises. Et il y a eu une succession de moments extraordinaires qui fait que cette histoire est pas commune. Ok. Et tu l'as dit, en fait, après ce burn-out, tu as décidé donc de faire une thèse ou un EBDA, c'est Executive Doctorate donc à Paris-Dauphine, qui est l'une Ouais. des plus prestigieuses universités aujourd'hui françaises. Pourquoi
faire ce doctorat-là, c'était important pour toi? Alors en fait, il faut savoir que j'ai fait mon burn-out, je dirigeais des entreprises depuis 15 ans avec 1000 personnes aux quatre coins du monde. Et bien pendant 6 mois, j'étais dans l'état de quelqu'un qui a fait un AVC, donc pas question de travailler. Et puis au bout de 6 mois, j'ai discuté avec mes médecins, mes copains, et tout le monde était d'accord pour dire que je pouvais reprendre une activité, mais que j'étais pas capable de reprendre les responsabilités d'une entreprise. Et donc là, j'ai eu l'opportunité d'aller enseigner dans le bachelor de l'EM Strasbourg, parce que à ce moment-là, ils lançaient la version bilingue du bachelor et ils avaient besoin de plein de profs qui pouvaient enseigner en anglais. Alors comme je suis bilingue, j'ai commencé à donner plein de cours dans différentes spécialités. Et puis c'est le directeur de l'EM Strasbourg, qui s'appelait à l'époque Michel Kalika, qui m'a dit, écoute, on est super content de ton travail. Tu pourrais peut-être devenir un prof à plein temps, mais pour ça, il faut que tu fasses un doctorat. C'est pas que j'avais envie, c'est qu'on m'avait dit qu'il fallait ça pour être prof. Et donc, grâce à cette transformation-là et le doctorat que tu as fait, ça t'a donné l'envie de créer justement le Crédir. Aujourd'hui, tu as pu accompagner des centaines de dirigeants qui étaient en difficulté. Qu'est-ce que tu dirais qu'ils viennent chercher au Crédir? Alors, je vais te corriger sur une chose, c'est pas uniquement des dirigeants, c'est tous les Ah bon, métiers, tous ouais, les professionnels de l'entreprise, ok. mais ça peut être des médecins, ça peut être des journalistes, ça peut être des gens qui sont ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Eh bien, je pense que là, c'est important de parler un petit peu du cerveau. Cette année, c'est l'année de la santé mentale. Nous, on déteste cette expression parce que quand on parle aux gens de santé mentale, ils pensent tout de suite à des gens qui sont un peu fadas, quoi, qui sont pas très très bien dans leur tête. Or, nous, on préfère de parler de santé du cerveau parce que le cerveau est un organe qui ne fonctionne pas toujours de la même façon. Il est très sensible, notamment à la récupération. Des fois, je prends la métaphore de dire que c'est un peu comme la batterie du véhicule électrique. Il faut le charger suffisamment par le sommeil, par une bonne hygiène de vie, pour pouvoir avoir assez d'autonomie. Et on a la quasi-totalité des gens qui viennent nous voir qui ont un problème parce qu'en fait, ils essayent de tirer de leur cerveau une énergie qu'ils ne rechargent plus suffisamment. Donc en fait, chaque journée est une journée dans laquelle ils essayent de faire plus de choses que ce que leur cerveau est capable de faire. Et c'est ce qui, dans certains cas, va se traduire par des catastrophes. Ça peut être le burn-out, ça peut être la tentative de suicide, ça peut être je respecte pas une priorité sur la route, ça peut être je fous une baffe à mon conjoint. C'est en fait tous ces cerveaux qui souffrent parce que on leur en demande trop. Ouais. Et parmi en fait toutes les personnes qui viennent au Crédir, j'imagine qu'il y a beaucoup de parents aussi. Alors tu as tout, hein. La plus jeune que l'on avait, elle avait 22 ans. Mhm. Et le plus âgé, il avait 72 ans. La plus jeune que l'on a eue, c'est une fille qui avait fait sport-études et qui était promise à l'équipe de France en sport collectif. Et puis, elle s'est blessée et un jour, son entraîneur lui a dit, tu seras jamais dans l'équipe de France. Et là, elle s'est effondrée Punaise. parce que c'était 10 ans de travail et elle n'allait pas pouvoir obtenir le résultat en question. Ok. Donc, effectivement, après, tu as des parents, bien sûr, mais voilà, il y a absolument de tout. Ouais, c'est sûr. Et comme dit, juste pour un petit peu revenir, tu sais, sur l'éducation, parce que j'avais une question que vraiment je voulais te poser, toi, en fait, qui a donc enseigné à Dauphine, à l'EM, donc de Strasbourg. Tu avais aussi fait un MBA avant à l'ESSEC. Tu as également écrit plus d'une dizaine de livres. En fait, on ressent à travers tes réalisations que tu aimes le savoir. Et je voulais, oui, et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que l'éducation, ça représente pour toi? Alors, je pense que moi, j'ai été totalement transformé par ce que j'ai fait durant ma thèse à Dauphine. Donc, c'est la première fois de ma vie que je faisais de la recherche. Hmm. Et donc, quand tu fais de la recherche, et ça peut être fait sur un mémoire de bachelor ou quelque chose comme ça, en général, tu vas aller observer un phénomène. On dit observer un terrain, regarder qu'est-ce qui se passe, faire des enquêtes. Ensuite, tu vas avoir une certaine opinion du phénomène que tu étudies, et puis tu vas aller chercher des références en disant, ben voilà, est-ce qu'il y a eu des articles qui ont été écrits là-dessus, des bouquins qui ont été écrits là-dessus, et tu confrontes tes observations avec ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire l'état de la technique dans le domaine que tu étudies.
Et c'est vraiment assez extraordinaire parce que finalement, tu te transformes un peu en espèce de géo trouve-tout où tu te dis, tiens, j'ai vu quelque chose, ça me paraît intéressant, original et autres, et je vais aller voir si quelqu'un en a déjà parlé. Et c'est ça qui est passionnant. Et donc, sur la partie de l'accès au savoir des jeunes, ben c'est sûr qu'on a vu, il y a 50 ou 100 ans, tu le vois dans les films, on avait un savoir extrêmement descendant, c'est-à-dire que quelque part, c'était écrit dans le livre, il y avait le prof, le maître qui te donnait le savoir, et puis tu devais presque apprendre le savoir par cœur. Et donc, au fur et à mesure du temps, et ça avait un peu commencé quand moi j'ai fait mes études, on est passé davantage dans l'observation. Hein, ça nous vient quand même des États-Unis avec ce qu'ils appellent case studies, la méthode des cas, Ah, où finalement, on a introduit dans l'enseignement le fait de dire, bah, c'est beaucoup mieux de regarder quelque chose de pratique plutôt que de faire de la théorie. ouais. Et de ce point de vue-là, les nouvelles méthodes d'enseignement, les MOOC, les trucs, tout ce qui peut arriver, c'est vachement intéressant. Et pour avoir beaucoup travaillé dans des universités américaines au moment où j'étais à Dauphine, je croisais des professeurs qui disaient mais moi je suis complètement perdu. Avant j'avais l'habitude d'être dans un amphi et puis de transmettre le savoir. Maintenant tous mes cours ils les ont filmés, les étudiants les regardent en vidéo et moi mon temps de présence avec les étudiants c'est quasiment des espèces de permanences où je dois aider les étudiants à faire leurs travaux, à voir comment est-ce qu'ils vont analyser les cas, les exposés, tous les trucs qu'ils ont à faire. Donc on va dans le bon sens, mais c'est quand même un changement complet de la façon d'accéder à la connaissance. Et l'intelligence artificielle va encore un petit peu plus révolutionner tout ça. Ouais, Et justement, donc t'en parlais. c'est passionnant. Tout l'accès, toute la relation entre le savoir et la personne qui veut acquérir le savoir est en train d'évoluer beaucoup. Ouais, bah j'allais justement t'en parler, te demander un petit peu, parce que tu parles de savoir comment tu penses que l'IA justement joue un rôle dans l'accès justement à l'éducation, toi qui as été dans des grandes écoles. Alors, je crois il faut être extrêmement pragmatique. Moi, je fais régulièrement des conférences sur des nouveaux thèmes. Bon. Et donc, j'ai un catalogue à peu près d'une centaine de conférences sur des thématiques différentes. Quand je préparais une conférence avant l'IA, je me mettais sur un moteur de recherche, je posais des questions, j'allais voir des sites, je constituais ma bibliographie. Ça me prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais sur une IA et je vais lui dire, fais-moi une conférence sur tel thème qui dure 45 minutes. Et effectivement, tu appuies sur un bouton et tu reçois un truc qui aujourd'hui est d'une qualité absolument exceptionnelle. C'est incroyable. Ouais. Bon. Donc, une fois que j'ai ça, et quand je fais la conférence, jamais personne ne m'a critiqué en me disant, t'es allé pomper ça dans l'IA. Parce que systématiquement, je vais alimenter cette conférence d'exemples vécus. Je vais être capable de dire, bah tiens, vous voyez, si vous faites appel à une IA, ils vont vous parler de tel truc, mais c'est peut-être pas la bonne approche. Donc, comme je suis sachant des sujets sur lesquels je consulte l'IA, je suis capable de juger si ce que me donne l'IA est satisfaisant ou pas. Si tu prends quelqu'un, tu as un cours, on te dit il faut faire un exposé sur la stratégie de Boeing aux États-Unis. Si tu poses des questions à l'IA, tu vas trouver quelque chose de remarquable. Et donc le problème va être de savoir si tu, absorbes le sujet en ayant une vision critique, ou bien si tu vas simplement prendre ça pour argent comptant parce que ça t'a fait gagner du temps. Ouais. Et tout le travail, à la fois des profs, mais aussi des gens qui vont t'écouter, c'est de voir, en gros, est-ce que tu es pénétré du sujet. Bien, l'IA, si tu veux, elle va te poser devant toi, sur ta table, toute la connaissance. Le problème est de savoir comment tu vas te l'injecter et comment ensuite tu vas pouvoir la partager. Très bien. Et maintenant, par rapport toi, maintenant à ton activité, donc au Crédit, si tu devais, tu vois, les jeunes, parfois, ils sont un petit peu moins assujettis, je dirais, au burn-out. Même si tu t'as donné avant l'exemple d'une jeune de 22 ans qui l'a quand même fait. Mais quel conseil tu donnerais maintenant à des jeunes pour éviter justement le burn-out? Bah, le premier conseil, c'est le rapport au sommeil. Et D'accord. donc, tout étudiant finalement mène une vie
où il y a quand même souvent des nuits courtes, puisque les fêtes commencent pas le vendredi soir, mais commencent le jeudi soir en Ouais. général dans le milieu étudiant. Donc, les étudiants, dans l'ensemble, ne dorment pas assez. Ceux qui ne changent pas leur hygiène de vie quand ils commencent à travailler 35 ou 40 heures par semaine, ben, ils ont des ennuis. Ouais. Et, et donc, la première des choses, c'est pour que son cerveau donne le maximum, mais en même temps ait du plaisir, ben, il faut que le cerveau soit reposé. Donc, priorité sommeil et priorité hygiène de vie. Donc, certainement, pas garder le rythme où le jeudi soir, on va boire un bon coup parce que le vendredi, on va pas être en forme, quoi. Bien sûr. Donc, c'est comme les athlètes de haut niveau. Moi, j'aime bien le tennis. Quand on suit le dénommé Alcaraz, il assume pleinement, après avoir gagné Roland-Garros, d'être allé faire la fête à Ibiza quelques jours. Et puis après, il reprend une vie normale compte tenu du fait qu'il prépare Wimbledon. Donc, en fait, déjà, une hygiène de vie qui correspond à la façon dont on travaille. Ensuite, le point clé, à l'heure actuelle, c'est clairement le rapport au numérique. Ouais, ça On en aussi, est, c'est très intéressant. on en est à 4 heures en moyenne pour les professionnels, quels que soient les âges, 4 heures par jour consacrées au smartphone à titre personnel, hors travail. Et chez des jeunes qui commencent à bosser, notamment qui sont pas encore en couple ou autre, ça peut être 6 heures ou 8 heures. Ça, c'est facile. Ça peut être une demi-heure au moment du petit déjeuner avant d'aller bosser. Ça va être un quart d'heure à la pause le matin. Ça va être une heure le midi. Enfin, si tu fais les calculs, on les a Ouais. fait plusieurs fois. C'est très facile de trouver ça. Bon. C'est 16 heures, si on reste sur 4 heures. Il y a 20 ans, c'était quasiment zéro. Et, Pourquoi? parce qu'il y a, Parce que il y a 20 ans, on a créé l'iPhone. En fait, le fait qu'on y passe 4 heures, c'est principalement parce que, comme le truc est accessible partout, on est toujours tenté de le faire. et c'est le contenu court aussi. Même en fait, il y a 10 ans, il n'y avait pas le contenu court, facilement consommable. Ouais, Et c'est addictif comme de fumer des cigarettes. exactement. Et donc, ces 4 heures, elles ont été bien prises quelque part, puisqu'il y a 20 ans, c'était zéro. Donc, elles ont été prises sur le sommeil et sur la vie sociale. Je faisais récemment une intervention dans une fac de droit. J'ai une vingtaine de jeunes de 22-23 ans et on a des tests pour parler un peu de ce problème. Je leur dis, quand le téléphone sonne, quand votre téléphone sonne, qu'est-ce que ça vous fait? Et il y en a 8 sur 10 qui m'ont répondu et on l'a testé à plein d'endroits, c'est le bon chiffre. Il y en a 80% qui disent, ça me fait chier quand mon téléphone sonne. Ouais. Et donc la question d'après, comment est-ce que vous vous contactez les uns les autres? Ah ben surtout, on s'appelle pas. Mais je dis comment vous faites? Ah ben on s'envoie des audios sur WhatsApp. Et ça c'est dramatique parce qu'en fait tu remplaces une communication synchrone avec une communication asynchrone. Ouais. Dans un cas tu dis quelque chose, l'autre il réagit tout de suite, tu vois bien la gueule qu'il fait, il te pose des questions et tout, il y a une interaction. Tandis que dans le deuxième cas, tu es sur un système un peu comme sur les réseaux sociaux, tu poses ce que tu as à dire, il y a personne pour réagir tout de suite. Et puis, tu as après quelqu'un qui va te mettre un pouce levé, un pouce en dessous, ou le plus souvent ne rien te mettre du tout. Mm. Et donc, on se désocialise à vitesse grand V. Et quand on dort pas assez, quand on est désocialisé, et qu'on a moins l'habitude de travailler avec les autres, ben on n'est pas bien dans sa peau, on est plus agressif, il y a plus facilement des conflits. Très bien. Pour finir un petit peu cet épisode-là, moi, si je vais te donner deux perspectives, si tu veux bien. C'est toujours, je pose ces questions-là, c'est quel conseil te serais donné à toi-même à 18 ans? Et toi, dans ton cas, donc 1 à 18 ans, et quel conseil tu te serais donné 2 ans avant ton burn-out en tant que dirigeant? Alors, en tant que, je vais faire le bon élève et te répondre dans l'ordre. Donc, à 18 ans, je changerais pas le conseil que je m'étais donné, c'était voir le monde. Ouais, Et donc, je suis parti, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé, dès le début de ma carrière professionnelle, bosser 2 ans en Australie. Et donc, quelque part, pour moi, j'en reste beaucoup sur cette idée que les voyages forment la jeunesse et que les interactions avec des gens qui sont différents, d'une culture ou d'une langue différente, c'est génial. ok. Mais c'est pas si évident que ça par les temps qui courent. Moi, un de mes fils, il veut plus prendre l'avion pour des raisons de protection de la planète. Donc, c'est un sujet qui m'inquiète. Parce Ouais. que pour moi, surtout avec tous les conflits mondiaux qu'il peut y avoir, le fait de continuer à avoir des vies où les jeunes se rencontrent et savent ce que c'est que de ne pas être du même pays, de la même religion, de la même culture, c'est vachement important.
Et les conseils que je me serais donné 2 ans auparavant, bah, c'est va plus voir ton médecin, fais attention à ton sommeil. Si tu vois que tu grossis ou que tu maigris vite, c'est pas normal, il faut en parler à un médecin. Et puis quand quelqu'un te dit, regarde, t'es fatigué, arrête de trop travailler, tu l'écoutes et tu mets pas la tête dans le sable comme une autruche. Très bien. Bah écoute, Jean-Denis, moi, c'était toutes les questions que j'avais préparées. Je te remercie pour ton temps. Est-ce que peut-être il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais voulu que je te pose? Il y a, si tu veux, et souvent on est confronté à des jeunes, au dire, qui nous parlent et qui sont répertoriés en éco-dépression. Et donc qui disent, voilà, le monde, qu'est-ce que va devenir la planète? C'est la cata. Des tas de gens qui sont pas bien par rapport justement à une vie qui est pas confortable parce qu'ils dorment pas assez, ils ont l'impression d'être tout le temps fatigués. Donc le message que je veux envoyer, c'est que bah, effectivement, il faut prendre en compte tout ça, mais que l'homme a toujours su sauver sa planète. L'homme a toujours réagi par rapport à des grandes crises, des holocaustes, des guerres ou des choses comme ça. Donc il faut garder en soi la foi dans la capacité de l'homme à bondir. Ouais. Et que ce soit dans la capacité individuelle d'un homme ou d'une femme à rebondir après un échec, mais aussi la capacité de l'humanité à rebondir après tout ce qui se passe régulièrement. Mm, Faut avoir la foi. exactement, ouais. Bah écoute, Jean-Denis, merci pour tous ces beaux messages. Je te remercie pour ton temps et à très bientôt. Salut!